Bonjour, donc moi je m'appelle Alexandre Murat, donc un certain nombre d'entre vous me connaissent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait quelques années que je fais de l'informatique, je me suis très vite intéressé à la sécurité et plus spécifiquement à tout ce qui est du reversing, des buffer overflow, en gros en quelque sorte de la sécurité plutôt offensive. Et pour moi, à mon sens, un des points les plus importants dans ce type de sécurité, c'est le reverse engineering, parce que le hacking d'une manière générale, c'est essentiellement le fait d'utiliser ses connaissances informatiques pour contourner les protections des systèmes. Mais le reverse engineering, c'est justement l'analyse des systèmes qu'on ne connaît pas, et c'est grâce aux connaissances qu'on va obtenir en faisant du reverse engineering qu'on va ensuite pouvoir apprendre à contourner des protections et les améliorer aussi par la même occasion. Donc juste pour avoir... qui a déjà fait du reverse engineering ici? Ok. Des crack me sur internet qui saurait à peu près déterminer quel compilateur a été utilisé pour créer un programme. Et qui, voilà, une main, et qui saurait retrouver l'algorithme qui a, enfin, en gros, saurait recoder en C un programme à partir de l'exécutable déjà compilé. Voilà, encore une personne. Bon, alors, grossièrement, ce que je veux dire, c'est le reverse engineering et le crack me que tu as sur internet, c'est pas la même chose. Cracking, c'est simplement arriver à soit modifier le programme pour qu'il se comporte comme tu veux, mais souvent, tu n'as pas besoin de reverser, proprement dit, l'algorithme. Reverser l'algorithme, c'est vraiment voir le code qu'il y a en place, pouvoir expliquer étape par étape tout ce qui se passe, et puis ensuite, à ce niveau-là, tu devrais être capable de recréer l'algorithme toi-même en C. Alors, j'ai déjà abordé un peu le sujet de ce qu'est le reverse engineering, à savoir que moi je fais essentiellement du reverse engineering sur du logiciel. On peut reverser des protocoles qui passent sur le réseau, on peut reverser du hardware, et puis globalement n'importe quel système qui a été conçu peut être reversé, vu que le reverse engineering c'est tout simplement le fait de comprendre comment fonctionne un système dont on ne connaît essentiellement rien. Alors les outils principaux qu'on va utiliser, c'est avant tout des débuggers, en tout cas pour ce qui est du logiciel, enfin du reversing de logiciel, des sniffers pour voir ce qui se passe sur le réseau, des outils de monitoring, j'ai oublié de noter des assembleurs pour du C mais aussi pour d'autres langages, enfin dans ce cas-là c'est plus du désassembleur, mais pour récupérer du code Java à partir de bytecode Java, de bytecode Python, mais ça j'en reparlerai un petit peu à la fin. Donc, déjà des outils de base pour Linux, c'est Strass. Strass qui permet donc d'avoir une liste des appels système tels qu'ils sont exécutés par le processus en cours. Strass, je ne dirais pas que c'est vraiment un outil qui va te permettre de complètement reverser un programme, mais il est très utile parce qu'il va te permettre d'avoir déjà une idée globale de ce qui se passe à l'intérieur du programme. C'est plus facile que de lire de l'assembleur. Et puis, bon, même si là on ne comprend pas forcément grand-chose, vu que ça reste un petit peu plus compliqué, mais on voit directement en fait tous les appels système du processus, et donc, en gros, on voit toutes les interactions qu'il va faire avec le système. Un outil dans le même genre, mais un peu plus simple à utiliser et à comprendre, c'est LTrace, donc qui va nous montrer les appels librairie. Donc on voit déjà, c'est plus facile à lire, même si on a les fonctions,
Mais en paramètres, on a des adresses en hexadécimal ou des paramètres hexadécimaux qu'on ne comprend pas forcément. Ensuite, on a des désassembleurs donc, qui vont nous permettre de récupérer le code machine sous forme de code assembleur. C'est plus facile à lire que du code machine quand même, mais ça reste pas forcément évident à lire quand on n'a jamais fait d'assembleur ou bien qu'on en a très peu fait. D'autant que le code assembleur, pour ceux qui ont appris à développer en assembleur, vous remarquerez que le code qu'on fait en assembleur, genre avec NASM, ça ne ressemble pas tout à fait à ce qu'on a dans un code qui a été entièrement compilé, ça on le verra aussi par la suite. Les débuggers, donc pour Linux, GDB avec le plugin PEDA, qui essentiellement rend plus visible les informations de GDB. GDB est un outil très puissant, tu peux quasiment tout faire avec GDB. Par contre, c'est entièrement en ligne de commande. Il y a des front-ends pour GDB, mais en gros, si on veut l'utiliser en ligne de commande, il y a beaucoup de commandes à apprendre, beaucoup d'options, de possibilités. Donc, c'est un outil très puissant, mais il faut apprendre à s'en servir. Sniffer, Wireshark, j'ai envie de dire, Wireshark TCP/DOM, c'est de loin le plus connu, je pense. Il y en a d'autres, bien entendu, mais celui-là, je pense que presque tout le monde dans la salle s'en est déjà servi. Et il y a une interface graphique très jolie. Donc ça, pour de l'analyse de protocole, ça peut être utile. Grâce au filtre, on peut facilement retrouver ce qui passe sur le réseau en fonction d'un certain nombre de paramètres. Les outils Windows, alors personnellement, j'aime beaucoup la suite sysinternals. C'est une suite écrite par Mark Russinovich, un grand de Windows, et c'est en fait une suite faite pour les administrateurs à la base, pour administrer des machines Windows, mais en l'occurrence, un des outils pour le reversing, un des outils les plus intéressants, vu qu'on n'a pas d'outils sous Windows type strass, ltrace, on a Procmon, Process Monitor, qui permet de voir essentiellement toutes les interactions au niveau du système de fichiers, du réseau que font les processus. En gros, c'est un petit peu un équivalent de strass, mais avec une interface graphique. Et puis, il y a aussi un certain nombre de filtres grâce auxquels on peut préciser exactement ce qu'on a envie de voir. Je vous le montrerai un petit peu plus tard, cet outil. Il est très puissant à ce niveau-là. Sous Windows, on a beaucoup de débuggers. Sous Linux, presque tous les débuggers sont à base de GDB. Alors que sous Windows, on a WinDBG, le débugger officiel de Windows, qui est extrêmement puissant. Il marche sur du 32 bits, du 64 bits, tu peux débugger du noyau avec si tu veux, si t'es fou. Mais pareil, c'est un peu comme GDB dans le sens où essentiellement, techniquement, il y a une interface graphique, tu as une fenêtre qui apparaît, mais à l'intérieur de la fenêtre, tu as une ligne de commande, donc c'est comme GDB, il y a un certain nombre de commandes à apprendre, mais encore une fois, extrêmement puissant, surtout sur du Windows. Ben, il marche que sur du Windows, ça. Ensuite, on a IDEA Pro, qui est un peu plus graphique, il va vous faire un joli petit schéma avec des petits bouts d'assembleur qui partent dans tous les sens. Moi, j'aime pas trop, mais il y en a beaucoup qui aiment. Mon préféré personnellement, c'est OliDBG, qui vient avec plein de plugins qui permettent d'aider avec, selon ce qu'on veut faire, du reverse engineering, du développement d'exploits, ceci, cela. OliDBG, c'est un outil qui est très puissant. Il y a la première version qui marche que sur du Windows 32 bits, il y a la deuxième version, je ne sais pas où ça en est du développement, mais qui marche sur du 64 bits aussi. Et puis GDB, pour ceux qui aiment GDB, mais avec MinGW on n'a pas PEDA, ou bien il faudra bidouiller pas mal pour l'installer. Et encore une fois, les inconvénients de GDB, c'est la ligne de commande, il faut apprendre beaucoup de choses, alors que OliDBG, IDEA Pro, c'est graphique, c'est plus facile à aborder.
Et là, j'ai recyclé la slide de tout à l'heure. Encore une fois, Wireshark pour Windows, cette fois-ci. Même commentaire que pour Linux. Donc, je vais commencer par vous montrer la suite sysinternals. Ok, donc la suite sysinternals. Pas grand-chose. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'outils qui servent un peu à tout et n'importe quoi. Mais l'outil dont je vous ai parlé, c'était Procmon. Avec Procmon, on peut voir dynamiquement ce que font tous nos processus. On peut voir l'activité au niveau des registres, au niveau du système de fichiers, au niveau du réseau, au niveau création de process, gestion des threads, tout ça. Et bon, des événements de profiling, mais là ça nous intéresse moins. On a un certain nombre de filtres, on peut dire en fonction de l'architecture, du nom du processus, du PID du parent, bref, toute une liste de processus qu'on peut surveiller. Bon, je vais dire SVC host au hasard. Hop. Du coup, normalement, svhost.exe. Ou pas. Bon. Échec. Bref. Essentiellement, on choisit un nom d'un processus et puis ensuite on peut filtrer pour voir uniquement les activités de ce processus-là. Ce qui nous permet de voir les interactions avec le système pour... moi je m'en sers régulièrement, c'est quand tu chopes un petit virus ou surtout que quelqu'un que tu connais chope un petit virus sur son PC qui fout des fichiers un petit peu partout sur le disque, qui fait un peu n'importe quoi. C'est beaucoup plus facile de retrouver où sont tous ces fichiers, ensuite de tout virer avec un outil comme ça. J'appellerais pas ça proprement du reverse engineering, mais déjà ça donne une première approche, une première vue globale de ce que va faire un logiciel. Et ça c'est très important en reverse engineering. Pourquoi? Parce que généralement, quand tu vas essayer de reverser un logiciel, tu ne vas pas reverser tout le logiciel. Surtout quand tu vois ce que ça donne sous forme d'un exécutable compilé, tu as des trucs monstrueux des fois. Donc tu vas cibler certaines parties du logiciel, certaines fonctionnalités que tu as envie de reverser. Et puis, grâce à des outils comme strass, ltrace et sysinternals, ça te permet d'avoir une idée de quelles fonctions vont être appelées, dans quel ordre. Il faut connaître les API système pour savoir que, bon, pour créer un processus, il y a la fonction créer de process. Mais une fois que tu le sais, si tu vois qu'un processus crée un nouveau process, tu sais que derrière, dans ton code, dans ton exécutable, quelque part, il y aura un appel à créer de process. Tu sais que tu es en train de chercher cet appel-là. Déjà, ça te donne une idée de ce que tu cherches à trouver. Mais comme j'ai mentionné déjà plusieurs fois, ça ne suffit pas pour reverser une application. Pour ça, généralement, il faut forcément passer par des désassembleurs et des débuggers. Et donc pour ça, je vais présenter un petit peu les fichiers exécutables. Bon, tout le monde sait ce que c'est qu'un .exe, mais qui dans la salle a déjà essayé d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur d'un fichier exe? Voilà, une paire, 2, 3, 4, quelques minutes. Et qui a compris quelque chose à ce qu'ils ont vu? Ah, voilà. Donc, à savoir, les fichiers binaires, comme des fichiers HTML, des fichiers Wave, tout ça, tous les fichiers, généralement, ont un format. Les fichiers exécutables binaires sont exactement pareils. Ils ont un format de fichier très spécifique. Sous Windows, les librairies, les fichiers .exe et les drivers, les trois
grands types de fichiers exécutables ont exactement le même format. Ça s'appelle le format PE, Portable Executable. Et sous Linux, on a essentiellement du ELF. Donc, moi je vais surtout parler des fichiers PE aujourd'hui parce que je vais tout faire sous Windows. Donc, le fichier PE, pour apprendre exactement toutes les infos sur les fichiers PE, il y a des docs très complètes sur MSDN, mais pas forcément très faciles à aborder. Bon, voilà, des beaux pavés accompagnés de très jolis schémas, plein de couleurs. Il y a même un petit cœur. Voilà, mais j'ai trouvé un schéma que j'aime beaucoup, qui est beaucoup plus simple à comprendre. Non, mais sérieusement, là-dedans, tu as presque tout sur le format du fichier PE. Donc on ne va pas tout voir quand même, parce que je pense que tout ce qui est à droite là, ça vous intéresse énormément, je suis sûr, mais on ne va pas le voir. Pas dans le détail, immédiatement. Mais j'aimerais quand même zoomer un tout petit peu là-dessus. Donc, on va dupliquer les écrans. Et ça doit pas. Alors, ici, on a un exécutable simple. C'est son nom, c'est écrit. Le format du fichier PE, simple.exe. C'est un .exe, c'est un format de fichier PE. Donc, il y a, déjà dans un premier temps, on peut le voir, deux grosses catégories, enfin, deux grosses parties au fichier PE. La partie des headers, qui vont contenir des informations avant tout pour le loader. Le loader, c'est le programme sous Windows qui va prendre ton exécutable sur le disque dur et le mettre dans la RAM pour qu'il puisse être exécuté. On verra que ton exécutable sur le disque dur et dans la RAM, il n'a pas tout à fait la même tête sur certains points. Enfin, ensuite, on a la deuxième grosse partie. Les sections, c'est essentiellement donc le code proprement dit. C'est le code qui va être exécuté. Là-dedans, on a avant tout un header DOS qui aujourd'hui ne sert pas vraiment à grand-chose. On a un header PE qui sert à dire « Salut, je suis un fichier PE ». Ensuite, on a une liste de paramètres qui sont utiles avant tout pour le loader. Par exemple, des paramètres qui vont dire où commence le code, où est-ce qu'on veut charger telle ou telle section en mémoire de préférence, sachant qu'aujourd'hui, la plupart du temps, normalement, les différentes sections sont chargées en mémoire à des endroits normalement aléatoires. Mais en gros, il y a plein d'informations là-dessus de ce type qui vont permettre au loader de charger votre exécutable, à savoir que, par exemple, pour des virus de base, ils exploitent justement les headers dans le fichier PE, enfin, dans des temps anciens, parfois encore aujourd'hui. En fait, par exemple, j'ai mentionné que dans le header du fichier PE, il y a l'adresse à laquelle ton code va commencer. Simplement, en modifiant cette adresse, un virus peut lui dire d'exécuter un autre code que le code qu'il est censé exécuter au début. Donc, un virus peut juste rajouter son code à un endroit, changer l'adresse d'entrée d'exécution, exécuter son code, et puis ensuite faire un saut vers le code réel qu'il faut exécuter du programme. Et comme ça, toi, utilisateur lambda, tu n'as aucune idée qu'un virus vient juste de s'exécuter. Et pourtant, c'est le cas. Ensuite, on a des imports-exports. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment le loader va trouver les différentes fonctions qui sont dans les librairies. Ce qu'il faut essentiellement retenir sur les importations-exportations, c'est que ton exécutable, à chaque fois quand vous codez en C,
vous faites appel à des fonctions type printf, des trucs comme ça, vous n'allez pas recoder la fonction printf. Mais cette fonction printf, elle est contenue dans une librairie à part. Et puis ensuite, c'est le travail du loader de lire dans les importations de votre fichier exécutable. Il y a une liste qui dit j'ai besoin de telle fonction, telle fonction, telle fonction. Le loader, il va voir ça. Il va aller récupérer la librairie, la DLL, qui contient cette fonction, la charger en mémoire à un autre endroit. Et puis, comme ça, ensuite, ce sera possible pour votre exécutable de faire appel à cette fonction sans que vous ayez à recoder la fonction printf. Youpi. À savoir, bon, il réussit ça de plusieurs façons différentes, on va pas trop voir. On va peut-être l'apercevoir plus tard au LIDBG. Mais oui, il y a aussi des sections dans votre exécutable qui vont contenir des données, et que des données. Par exemple, vous, quand vous faites un string, quand vous faites votre printf hello world, vous avez un string hello world, mais ce string, il est pas compte, c'est une donnée. C'est pas du code exécutable, c'est de l'ASCII. Du coup, votre string hello world, il va pas être en plein milieu de votre code, il va être dans une section à part. Des sections data, il y a des types de sections data différents. Une section pour des données initialisées, une section pour des données non initialisées. On va un petit peu passer là-dessus, on va juste dire il y a des sections où il y a des données. À savoir que c'est aussi important parce que plus tard, quand vous allez être dans votre code, si vous faites un printf vers un hello world, vous n'allez pas voir votre string hello world, vous allez avoir un pointeur qui va pointer vers l'adresse où est contenue votre donnée. C'est juste important pour comprendre un petit peu ce qui se passe plus tard en assembleur. Le loading process, j'en ai déjà un petit peu parlé. En gros, le loader, il va lire les headers, les différentes données sur les sections pour savoir où il va placer les différentes sections en mémoire, les différents modules. Donc ça, c'est le mapping, la phase 3. Les importations, où il va trouver les fonctions dans les différents DLL et puis faire les correspondances entre les appels dans votre exécutable et les appels... ça s'appelle des appels intermodulaires, on va le voir plus tard dans le debugger. Parce qu'en fait, votre exécutable dans la RAM, donc on va dire qu'il est là. En dessous, vous avez une DLL. On va dire que c'est deux modules différents, tout simplement, parce que ça vient essentiellement de deux fichiers différents. Et puis après, ensuite, il peut exécuter. Grosse choix. Donc, on va commencer à regarder un peu plus en réalité ce qui se passe. Donc là, ça va être un peu plus de la démo. Donc j'ai fait un petit Hello World avec quelques bidouilles à côté que ensuite j'ai converti en assembleur grâce à GCC et j'ai commenté. Donc ça, voilà, ça c'est bon, le code de base, le code source, et puis notre code en assembleur, à savoir que ça c'est essentiellement l'algorithme qu'on va retrouver à l'intérieur de notre exécutable tout à l'heure. Bon, notre code en assembleur de base, j'ai rajouté des commentaires un petit peu partout. Ça va être le travail du reverse engineer. Essentiellement, ça va être de voir le code assembleur qu'on va voir plus tard dans notre machine. Enfin, dans notre debugger, on va avoir grossièrement le même code assembleur. Et le travail du reverse engineer, ça va être de retrouver l'algo qui correspond à ce code assembleur. Donc là, déjà, pour simplifier un petit peu, je l'ai fait directement depuis le code assembleur non compilé, non assemblé techniquement. Donc là, dans un premier temps,
on a EBP, enfin, call main, déjà. Notre code, il commence ici. Qui a fait de l'assembleur déjà? Pas grand monde, ok. Donc, on va rester dans la simplicité. Essentiellement, là, on est en train de déplacer une valeur sur ce qui s'appelle le stack. Le stack, c'est essentiellement, là, c'est une structure en mémoire qu'on va voir encore un petit peu tout à l'heure, qui, en l'occurrence, va nous permettre de stocker ici des paramètres. Donc, ça va être les valeurs de nos variables. Donc là, par exemple, on fait un move. Je dis, je déplace la valeur 6 sur le stack à cette adresse. Si vous ne savez pas ce que c'est pas bien grave. Ce qu'on retient, c'est que EBP-12, ici, j'ai appelé ça ma variable A, parce que je pouvais. Et j'ai dit, bon, je déplace la valeur 6 dans l'endroit que j'appelle ma variable A. On sait que ça va correspondre à cette ligne de code, A égale 6. Ici, on fait la même chose. On déplace 5 à une adresse EBP-24. C'est pas la même adresse, donc j'ai décidé de lui donner un autre nom à cette variable, B, parce que je suis créatif. Donc, pour l'instant, en tant que grand reverse engineer, on a déterminé que A égale 6 et B égale 5. Ça, c'est du détail, on est en train de mettre les valeurs de nos variables dans les registres. En gros, ça va nous permettre de faire des calculs avec les valeurs qu'on vient juste de mettre. Ensuite, sub EDX, EAX. Sub pour subtraction, on est tout simplement en train de faire une soustraction. Pour l'instant, c'est pas très compliqué. Ici, on voit que EAX, ça correspond à EBP-24. EBP-24, j'ai dit, c'est B. Voilà. Et puis, EDX, c'est notre A. Donc, cette opération-là, sub EDX, EAX, ça correspondrait, on sait, à C égale A moins B, tout simplement. Ensuite, on déplace le résultat dans le registre EAX, bref, il fait des petites manipulations de mémoire pour ensuite stocker cette valeur sur le stack à l'adresse EBP-16. Donc encore une fois, une nouvelle valeur, une nouvelle adresse sur le stack, EBP-16. Ça correspond à une nouvelle variable. Et comme nous, on sait soustraire 6-5, on sait que ça vaut 1. Donc, essentiellement, là, il est en train de déplacer le résultat de notre soustraction sur le stack. Il est en train de déplacer le 1 à un nouvel endroit qu'on appelle C. Voilà, donc pour l'instant, on a fait A égale 6, B égale 5. On a une opération qui est tout simplement 6 moins 5. C'est égal à 1 et on a stocké ça. Voilà, donc si moi je voulais derrière, j'ai dit, moi mon objectif en tant que reverse engineer, c'est de pouvoir recréer l'algorithme. Pour l'instant, on en est là. A égale 6. On va dire int, c'est du C quand même. B égale 5. C égale A moins B. Donc c'est égal à Bob.C. Jusque là, je pense que c'est pas trop compliqué. L'assembleur, ici on a une nouvelle opération, CMP, pour compare. Et là, qu'est-ce qu'on compare? On est en train de comparer la valeur 6 à EBP-12. Je vous rappelle, c'est A. Donc en gros, on est en train de comparer A et 6. Et ensuite, on dit jump not equal. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est en train de dire si A n'est pas égal à 6,
on va exécuter une instruction qui est à un autre endroit. Ici, ça s'appelle L2 en assembleur. Bon, le code, il est à L2. Essentiellement, on est en train de faire un if. C'est toujours et encore pas très compliqué comme algorithme, mais on est en train de le reverser, donc c'est toujours mieux. Donc là, on a fait notre if A différent de 6 va à L2. Et si c'est pas différent de 6, donc si A est égal à 6, on continue à exécuter notre code. Là c'est jump not equal, donc si c'est pas égal, on vient là. Si c'est égal, on continue à exécuter notre code, là ici. Donc je l'ai noté là. Else, on a notre if, un else. Là j'ai noté ce qui va se passer, mais on ne le sait pas encore en théorie. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? À savoir que dans notre debugger tout à l'heure, on n'aura pas du offset flat LC1, on aura des adresses, des paramètres un peu moches. Qu'est-ce que c'est que ça essentiellement? Ça c'est un appel de fonction. En assembleur, comment est-ce qu'on fait un appel de fonction? On pose des valeurs, toujours sur ce fameux stack dont je parle depuis tout à l'heure. Et ces valeurs, chaque valeur qu'on pose, ça va correspondre à un paramètre, ou en tout cas un pointeur vers un paramètre. Donc, essentiellement, ici, on est en train de poser nos paramètres. Paramètre 1, ici notre code assembleur nous dit le paramètre 1 c'est LC1, à savoir LC1 il se trouve tout en haut parce que c'est comme ça. Et notre paramètre 2, LC2, il est défini là en haut aussi. Donc on voit LC1 c'est un string, yay, et LC2 c'est un autre string, hello world. Vous l'aurez deviné, ce programme c'est un hello world. Donc ici on a nos deux paramètres qu'on a posés sur le stack. Un troisième paramètre qui pour nous n'est pas important actuellement. Et puis ensuite on va faire l'appel de fonction avec call. Donc on a call messagebox A. Messagebox, qu'est-ce que c'est? On va le voir. Tout simplement quand... helloworld.exe. Voilà. On a notre petite fenêtre qui apparaît. Ça, c'est un messagebox. C'est simplement cet appel de fonction qui a fait ça. On voit ici notre premier paramètre. C'est par définition, ce paramètre-là correspond au titre. Yay, on le voit. Le deuxième paramètre, là, correspond à notre message qu'on veut mettre dans notre messagebox. Le troisième paramètre, ça correspond à des boutons. C'est pour dire qu'on a un bouton OK, il me semble, si je me souviens bien. Donc pour l'instant, voilà, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un if. If A différent de C, on fait autre chose. Et si A égale 6, pardon, pas C. Si A est égal à 6, on va exécuter ça. Donc, essentiellement, if A égale 6, on fait notre petite fonction messagebox avec nos différents paramètres. Je ne me souviens plus l'ordre exact des paramètres. C'est pour ça qu'il faut connaître l'API. En gros, il faut connaître les fonctions en C pour ensuite les faire, enfin savoir à quoi correspond chaque paramètre. Là, je ne les ai pas mémorisés, donc on a un hello world. Je les ai là. Voilà, bon. C'est pas super intéressant. Hello world. Yay. Oups.
yay, ainsi de suite, blablabla. Bon, tous nos différents paramètres qu'on vient juste de créer. Donc là, on vient juste de déterminer qu'on a fait un if. À la suite de quoi, sub-esp, là on va dire que ça ne nous intéresse pas énormément. À la suite de quoi, on jump jusqu'à L3. L3, il sert à rien. Il nous dit juste jump jusqu'à L4. Mais en attendant, on va quand même se pencher sur ça qu'on a ignoré tout à l'heure, notre jump L2. Parce que on a dit si A est différent de 6, c'est impossible, vu qu'on n'a fait aucune opération pour que A puisse être différent de 6. Mais on va quand même voir, juste histoire de voir un petit peu ce qui se passe là-dedans. If B égale 6, donc encore une comparaison. If B égale 6, alors on va poser un pointeur. Et puis on va faire une fonction puts. Donc, ce qui est intéressant ici, en fait, c'est le else if. Donc ici, on peut dire qu'on a un if, et derrière, on a un else if. A différent de 6. On a un puts. Et qu'est-ce qu'on met comme paramètre? On met un paramètre qui s'appelle buffer. À quoi il est égal buffer? Bon, je l'ai marqué là. Mais notre paramètre buffer, il est défini tout là en haut. Apparemment pas. Enfin. Ce qu'il faut retenir, voilà, bon. C'est notre if, else if, qu'on retrouve dans notre code source ici. Donc on peut voir que pour l'instant, on a pu déduire à peu près la même chose. Si c'est ça. Bon oui, voilà. Alors dans notre L2, c'est notre else. On voit qu'il y a une comparaison pour voir si B est égal à 6. Else if B égale à 6. Une fois qu'on est là-dedans, on dit if B égale à 6. On passe à autre chose. Donc go to L3. Si B est différent de 6, on va exécuter ce code. C'est notre puts. Donc je vais dire si B différent de 6, puts et buffer. Buffer qui est défini ailleurs. Buffer égale by world. Buffer, c'est notre variable qui a été définie. Bon, pour l'instant, on l'a vu très vite fait, très sommairement. Un tout petit bout d'algo, ça prend un certain temps. C'est pas forcément extrêmement passionnant. Je vous l'accorde. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que essentiellement, là-dedans, on a pu, en le prenant étape par étape, on a pu déterminer que ce code assembleur, enfin ce petit bout de code assembleur là, ça correspond à ces quelques lignes en C. Donc ça, c'est du reversing de base assez rébarbatif, surtout quand au début on ne connaît pas du tout l'assembleur. Mais juste savoir que ça, ce qui est important, c'est la méthodologie, de vraiment prendre étape par étape, de noter, enfin moi en tout cas, je note systématiquement comme ça à droite, des petits commentaires pour me dire exactement à quoi correspond chaque ligne.
Donc ensuite, on va continuer dans notre debugger, OliDBG, pour voir à quoi ça ressemble une fois qu'on est réellement dans un exécutable. Alors, on vient juste de rentrer dans notre dans notre debugger. Tout à droite, on a les registres, on a un certain nombre de fenêtres, plein de trucs. Ici, on a le stack dont je parlais tout à l'heure. C'est là-dessus que seront posés tous nos paramètres. Ici, on a des registres qu'on a rapidement vus aussi, qui servent à stocker des données de manière temporaire, quand elles ne sont pas sur le stack, elles sont là-dessus, très grossièrement. Et puis surtout, donc, là-dedans, vous vous souvenez tout à l'heure, quand je parlais du format du fichier exécutable, j'ai dit qu'il y avait un point d'entrée à l'exécution du code. Ici, OliDBG, il a été gentil, il nous l'a identifié pour nous. Il nous a mis module entry point. Et donc, ça y est, on en est au début de notre code exécutable, techniquement. Mais vous remarquerez qu'on ne voit absolument pas le code assembleur qu'on regardait tout à l'heure. C'est simplement juste pas du tout le même. Donc, on sait qu'on était en train de chercher un message box. Il y a plusieurs options là. Dans l'IDBG, on peut chercher des strings. Donc c'est possible. On sait qu'on avait un Hello World. Donc on peut retrouver notre code juste en faisant une recherche de string. Bim, ça y est. OliDBG, il a trouvé le string, l'endroit où on y fait appel. Et puis ça y est, là on reconnaît légèrement notre code avec A égale 6, B égale 5. Ça c'est moi qui l'ai mis tout à l'heure. Mais voilà, tout de suite on voit notre code assembleur. Sinon, une autre façon de le retrouver, que j'ai mentionné tout à l'heure aussi, c'est, ça y est, là on est à notre module entry point. On sait qu'on cherche une fonction message box. On a aussi la possibilité de chercher les appels intermodulaires, donc ça je l'avais dit. Et là-dedans, on a une liste de tous les appels intermodulaires qui sont faits dans ce module. On voit message box 8. Et bim, ça y est, on a retrouvé notre message box. Donc ça, si avant on avait utilisé la suite sysinternals pour voir qu'il y avait un create process ou bien un fichier qui était ouvert à un endroit, on pourrait simplement chercher tous les endroits où cette fonction-là est utilisée et retrouver le bout de code qui correspond à cet appel. Donc ici, OliDBG, il est un petit peu sympa. Il nous montre que bon, notre code il commence. Enfin, on a retrouvé notre code assembleur de tout à l'heure. Il commence là. On a un exit là, c'est la fin de fonction. C'est cool. Mais de base, ce qu'il nous montre, c'est ça. Donc, c'est-à-dire sans les petits commentaires que j'avais rajoutés. Ce que j'aime bien justement dans OliDBG par rapport à beaucoup d'autres debuggers, c'est qu'on peut rajouter des commentaires, parce que bon là c'est pas très explicite, quand tu es en train de désassembler du gros code, tu passes d'un bout de code à un autre bout de code et ainsi de suite. Tu vas pas te souvenir de tout ce que tu as vu avant. Donc au fur et à mesure que tu es en train de reverser, moi j'aime bien OliDBG parce que je peux très facilement rajouter des commentaires pour dire ici il se passe ça, à la ligne d'en dessous il se passe ça, ici j'ai un if a différent de 6, et puis comme ça tu peux au fur et à mesure compléter ton code par du pseudo-code à côté dans tes commentaires. Une autre fonctionnalité que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'on puisse rajouter ce qui s'appelle des labels. Donc tout à l'heure là on voyait que OliDBG il a identifié mon point d'entrée de module et il l'a appelé module entry point. Et puis à chaque fois que je vais faire un appel ou que je vais faire une référence à cette adresse, par exemple là on voit des jumps,
mais à côté, hello world, point, et une adresse. Donc ça c'est l'adresse, mais on ne sait pas du tout à quoi ça correspond. Alors que si, j'ai pas d'exemple là, donc hop, ici je vais rajouter un jump, je vais prendre l'adresse qui est juste là, histoire de 0040 15D0. Hop. Donc là j'ai rajouté une petite instruction qui fait un jump pour venir ici. L'instruction qui m'affiche c'est jump vers 004015D0. C'est super explicite, tout le monde comprend de quoi je parle. Alors la fonctionnalité qui est intéressante c'est de pouvoir créer un label. Ici je vais appeler ça fonction inutile. Et puis ça y est, il m'a appelé cette adresse-là, fonction inutile. Et puis à chaque fois que je fais un jump ou un appel vers cette fonction inutile, là, il me rajoute le nom. Donc comme ça, je sais où c'est que je vais aller. Ça, c'est très utile quand on est en train de débugger. Par exemple, là, j'ai trouvé que c'est ma fonction main. Ça y est, j'ai ma fonction main. Je sais où elle est. À partir de n'importe où dans le code, à chaque fois que une instruction va faire un jump ou un call ou faire une référence à cette adresse-là, ça va être remplacé par le nom que j'ai donné à cette fonction, fonction main. Je peux aussi retrouver depuis n'importe où mes labels que j'ai définis et mes commentaires. Donc si je ne sais pas, à savoir que bon, mon code, il est long. Du code assembleur, il y en a beaucoup. Je ne sais pas exactement où se trouve ma fonction main, je peux facilement la retrouver. User defined label, hop, ici, fonction main, je saute, je retrouve, et tada, ça y est, j'ai ressauté dans ma fonction main. Ensuite, pour continuer à reverser, il suffit tout simplement de faire ce qu'on a fait tout à l'heure, la partie un petit peu rébarbative, c'est-à-dire traduire l'assembleur en C. Mais bon, je ne vais pas finir de reverser l'algorithme parce que justement ça va mettre un certain temps. C'est pas forcément très intéressant à voir pour tout le monde. Donc on va s'arrêter là pour la partie débugger. Hop. On va fermer la loupe. Plus besoin. Donc voilà, ça c'en est pour la présentation de OliDBG, de la technique globale du reverse engineering, enfin la méthodologie surtout. On va commencer par voir une approche globale de notre exécutable pour savoir globalement ce qu'il fait. Ensuite, on va plonger plus dans le détail une fois qu'on sait ce qu'on cherche. Là, on ne cherchait rien de spécial, donc exemple pas forcément très intéressant, mais qui illustre quand même ce qu'on va faire, la méthodologie qu'on va utiliser. À savoir, un dernier petit point, c'est que pour reverser là je reverse quelque chose que j'ai codé en C, mais il y a beaucoup et de plus en plus de langages qui utilisent des choses comme du bytecode, c'est-à-dire on ne va pas exécuter le code assembleur natif à cette machine. C'est le cas par exemple de Java, PHP, tous les langages interprétés ou pseudo-interprétés. Tous les langages à bytecode, donc par exemple pour du Java, on va avoir un bytecode, mais si tu essayes de reverser du Java dans un debugger comme ça, et il y a des chances que tu ne comprennes pas du tout ce qui se passe parce que ça ne va pas être de l'assembleur comme ce qu'on vient de voir, mais il existe des outils qui vont récupérer le bytecode de Java et essayer de le reconvertir en code Java réel et lisible, en tout cas plus lisible que ce qu'on aurait sinon en tant que bytecode. C'est
c'est simplement dû au fonctionnement. Le bytecode, il est exécuté par un interpréteur. Donc le code qui est exécuté techniquement, c'est le code de l'interpréteur. C'est comme si moi j'essaye de parler à un Chinois. Moi, je ne suis pas en train de parler directement au Chinois, je passe par un interpréteur qui lui-même va ensuite parler au Chinois. Et ben, notre machine, elle va faire exactement la même chose avec du bytecode. La machine va exécuter le code de l'interpréteur et c'est l'interpréteur qui va lire ce qu'il y a dans notre bytecode et qui va exécuter le code en fonction du bytecode. Voilà, je vais pas vous garder plus longtemps. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Oui. C'est à quel niveau on modifie le code après une fois qu'on a réussi à faire cette reverse engineering sur notre code et qu'on a trouvé la fonction qui nous intéressait et qu'on voulait modifier, du style, je sais pas, une demande de clé. Oui. On modifie à quel niveau? On modifie comment? Alors, comment tu le modifies? Alors, moi, dans l'IDBG, il propose la fonctionnalité de modifier le code assembleur en cours de route. Je l'ai fait à un moment, j'ai rajouté un tout petit jump, tout simplement. Mais tu peux modifier n'importe quelle partie du code. Et puis, OliDBG, il propose la fonctionnalité de patcher directement l'exécutable sur le disque. Donc, en faisant les modifications que tu as rajoutées, toi, dans l'assembleur, dans la RAM. Donc OliDBG, il te le fait automatiquement. Tu as certains débuggers qui ne le font pas. Il me semble que G2B, il te permet pas, il te permet pas de modifier le code assembleur directement. Donc après, si tu es en train de désassembler, en train de reverser avec GDB, toi, tu vas devoir aller patcher à la main, probablement. Donc il faut aller ouvrir avec un éditeur hexadécimal et puis tu modifies directement les opcodes que tu veux changer. Oui. En fait, pour certains langages un peu plus exotiques, par exemple si on veut reverser du bytecode au camel, est-ce que si on ouvre dans OliDBG, on aura du coup l'interpréteur qui va se lancer mais avec comme paramètre le code, le bytecode en fait du programme? Non. Donc comment on fait dans ce cas-là s'il n'y a pas d'outil approprié si on veut reverser du bytecode d'un langage qui... Moi, généralement, ce que je fais, c'est je désassemble, je trouve un désassembleur pour ce langage-là. Je récupère une version du code qui sera certes moins propre que la version du développeur, probablement, mais qui est quand même compréhensible. Et puis, du coup, tu peux lire l'algorithme de cette manière. Donc ça, généralement, avec... tout ce qui est du Java, du OCaml, ce que tu veux. Globalement, les langages à bytecode, c'est souvent comme ça que moi je reverse. Après, le problème, c'est que, comme pour tout, tu as des techniques d'anti-débugage que je n'ai pas abordées là-dedans, comme dans cette présentation, mais qui peuvent tromper justement les assembleurs et qui vont te renvoyer un résultat qui est complètement faux. Il y a plusieurs façons de faire. Ça joue sur des détails des syntaxes d'assembleur, des trucs comme ça. Voilà, du coup, c'est pas toujours évident de reverser. Des fois, tu as... Attends, j'avais un exemple fermé. J'avais un exemple d'un petit script en assembleur. Je crois qu'il est toujours ouvert. Voilà, un anti-crack-me où c'est bourré de techniques d'anti-débugage. Il y en a un certain nombre. Donc il y a des gens qui sont assez créatifs, qui ont trouvé pas mal de techniques différentes pour justement t'empêcher de reverser les applications. Donc ça peut être simplement, tu as des techniques ultra simples qui sont de dire
appeler une fonction pour voir s'il y a un debugger qui est attaché au processus. S'il y a un debugger qui est attaché, tu vas modifier, tu vas exécuter un code qui n'est pas le vrai code. Bon, ça c'est une technique ultra simple, ultra classique. Après, tu as des techniques qui jouent beaucoup plus sur comment le code va être interprété au moment du désassemblage, où par exemple, il va te convaincre que c'est une chaîne de caractères, alors qu'en vrai, c'est pas du tout une chaîne de caractères. Et puis, en fait, c'est des instructions en assembleur, ou bien du code polymorphique aussi, où ton code, il va ressembler à rien. À un moment donné, un moment donné dans l'exécution du programme, et à un autre moment, le code va s'auto-modifier pour créer un code qui a un sens, exécuter ce code-là, et ça, ton désassembleur, il peut facilement le rater, parce que il ne sait pas forcément ce que va faire le programme une fois qu'il est réellement exécuté. Du coup, tu as plein de techniques comme ça. Pareil, tu as aussi des techniques où la personne, ton processus va créer un autre processus qui, lui, va s'exécuter. Il n'y aura pas de debugger attaché au moment où tu crées le processus. Du coup, le nouveau processus, il va s'exécuter à fond la caisse, pendant que toi, tu es là en train de regarder ton processus, tu dis ok, qu'est-ce qu'il fait, et puis en fait, c'est pas du tout lui qui le fait, c'est un processus ou un autre thread, des trucs du genre. Ça se démocratise de plus en plus, ce genre ça se démocratise de plus en plus pour éviter justement le bug. T'as les grosses boîtes, j'ai envie de dire Blizzard, qui ils mettent en place pas mal de mesures de sécurité justement pour empêcher aux personnes de reverser divers aspects, que ce soit les protocoles. Si tu joues à Diablo, ils essaient de complexifier pour que tu puisses pas reverser le protocole, que tu n'es pas juste un sniffer entre toi et leur serveur qui analyse tout ce qui se passe. Donc ça peut être du chiffrage, ça peut être n'importe quoi. Et puis en même temps aussi au niveau du processus lui-même, ils ont, je sais plus exactement ce que c'était, mais ils vérifient que tu n'as pas de debugger, par exemple, qui soit lancé en même temps que ton jeu. D'ailleurs, c'est marqué aussi dans les conditions d'utilisation. Ils disent, vous nous accordez le droit de vérifier que vous n'êtes pas en train d'exécuter des programmes que nous, on n'accepte pas. Donc, ça va être notamment des debuggers, des trucs du genre. Donc, il y a certaines boîtes, mais après, pour des petites boîtes, la vaste majorité... Déjà, il faut avoir quelqu'un qui sait le faire, qui a les connaissances nécessaires. Et puis ensuite, il faut convaincre au gérant que ça vaut le coup de me payer pour protéger votre logiciel. Sachant qu'au final, c'est plus une question de motivation de la part de la personne qui va essayer de craquer le logiciel. Tant que c'est sur ton PC, si la totalité de ton programme et toutes les fonctionnalités sont sur mon PC, techniquement, tu peux mettre autant de protection que tu veux. À un moment donné, si je suis assez motivé, je pourrais arriver à le craquer. Enfin, je dis pas forcément moi, mais un bon cracker, il saura, à un moment donné, il va y arriver. C'est pour ça qu'on a de plus en plus des authentifications et des vérifications distantes, où la vérification se fait sur le serveur de la personne ou de l'entreprise. Comme ça, toi, tu n'as pas accès à leur algorithme de vérification. Et c'est beaucoup plus difficile de déterminer l'algorithme exact, et donc de générer des keygen, ou même juste de modifier l'exécutable directement, tu peux pas. D'autres questions ?